Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Mathilde, qui va entamer ce café littéraire avec une petite lecture issue de l'œuvre de Gabrielle Filtoshiba, autrice ici présente de Sauvagine. Voilà, on commence par cette petite lecture et ensuite je vous en dirai plus sur le reste de l'animation. Mathilde, à toi la parole. Les yeux bruns du coyote, 25 juin. Je ne tenais pas à dénicher un husky aux yeux couleur lac Louise. Me cherchais plutôt une chienne métissée aux yeux bruns comme les miens. Dans ma famille, comme au chenil, les petits aux yeux bleus ont un statut particulier. Parmi mes frères et sœurs, j'étais l'enfant du péché. Mon père, pressentant qu'une chicane avait conduit ma mère à s'écarter pour un facteur ou un autre mieux membré. Toute ma vie, mes iris lui ont rappelé que j'étais peut-être le fruit de la trahison de sa femme qui descend d'Ève. Chez nous, la jalousie et la mauvaise foi l'emportent sur la raison. Ici, comme dans toute compagnie de chiens de traîneau, les chiots les plus chérants ont les yeux vairons. L'animal insolite qui attire mon attention est une femelle aux yeux bruns et au pelage souris. Elle ne mange pas, tremble sur son lit de foin pendant que les autres se vautrent. L'homme debout dans l'enclos raconte qu'elle a un léger souffle au cœur, qu'elle n'aura pas la grande carrière d'athlète attelée qu'on attendait d'elle, qu'un chien maigre qui ne tirera pas sa vie durant des touristes venus de France pour vivre une expérience typiquement nordique est une bête qui ne gagne pas sa viande, une bête qu'on abattra comme celle trop vieille pour servir. Des iris colorés auraient pu la sauver, mais comme en prime sa mère par une nuit d'expédition s'était prise d'un coyote, on s'attend à ce que sa progéniture soit un défi de taille à dompter. Bref, la bâtarde est condamnée, inutile et trop banale pour qu'on veuille l'adopter. C'est elle que je veux, sans hésiter. Je caresse la mère infidèle qui me laisse prendre sa petite sans grogner. Elle nous suit sagement des yeux jusqu'au bout du sentier. Peut-être qu'elle sait soubodorer la compassion. Boule de poil sous le bras, je retourne à mon camion avec le souvenir du jour où je me suis sauvée du calvaire familial. La prison de chien dans mon rétroviseur, je roule en souriant. La petite s'est assoupie, la gueule sur mon poignet. Mes doigts sur le levier de vitesse sont engourdis, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé mon bras droit, une nouvelle corde à mon arc de gardienne des bois. Une couverture de laine t'attend, bien pliée, au pied de mon matelas. Je te promets une chose, jamais tu ne connaîtras les chaînes. Et je te traînerai partout, te montrerai tout ce que je sais du bois. Un jour, peut-être, tu sauras même te passer de moi. Entrée intrigante dans le roman que nous livre Gabrielle Filtoshiba, qui a donc fait paraître Sauvagine chez Stock en début d'année. Voilà, Sauvagine qui est la suite d'un autre roman, Encabané, qui a connu un succès très fort, célébré par beaucoup en librairie, et beaucoup de lecteurs ont été ravis de cette lecture. Aujourd'hui, pour ce café littéraire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hicham. Alors, Hicham est collégien en 4e au collège Paul-Éluard à Montreuil. Il pratique le karaté. Il est ceinture marron de karaté, donc méfiez-vous. Attention, ne lui cherchez pas des noises, il saura répondre. Et Hicham est plutôt lecteur de BD. Il faut pas trop le dire, faut le dire, mais pas trop fort. Mais quand les romans sont excellents, il en accepte la lecture. C'est donc lui qui va nous conduire ce café littéraire, et donc on peut l'applaudir d'ores et déjà. Je vais vous raconter l'histoire du roman. C'est Raphaël qui va quitter sa famille, qui vit à Montréal et va s'installer dans la forêt du Kamouraska, dans une roulotte sans eau ni électricité, en travaillant en tant que garde forestière pour le gouvernement. Et elle se retrouve menacée par un braconnier qui veut sa peau.
Malgré les dangers, elle décide de se confronter à lui avec l'aide d'Anouk, une ermite de la forêt, et de Lionel, un ami proche qu'elle considère comme son père. Très bien. On a donc le décor. Alors à toi de nous introduire. L'histoire du livre se situe au Québec, qui est une province du Canada, où j'ai remarqué que la densité de population au Canada était beaucoup moins importante que celle de la France. La densité de population du Canada est de 3,5 habitants au kilomètre carré, alors que celle de la France est de 105,9 habitants au kilomètre carré. Pensez-vous qu'il y ait une conséquence sur notre rapport à la nature ? Certainement, mais la grande majorité des Québécois vivent dans la vallée du Saint-Laurent. Et au Canada, ils sont installés le long de l'autoroute transcanadienne qui vraiment longe la frontière américaine. Alors, vu que le nord est inaccessible, souvent il n'y a pas de route, on est quand même collés les uns sur les autres. Alors moi, quand je suis partie vivre en forêt, j'avais vraiment l'impression d'être au bout du monde parce que je croisais beaucoup plus d'animaux que d'humains. Ça m'a fait un bien fou. Ça me donne vraiment, c'était une leçon d'humilité, de se retrouver parmi des prédateurs, des ours, des coyotes, peut-être des loups, tous les monstres qu'on imagine dans la forêt sauvage. Et oui, alors je pense que c'est vraiment important, en fait, qu'on aille tous en forêt pour vivre cette expérience-là. On retrouve Anouk dans Sauvagine, qui est le personnage principal de votre précédent roman En cabané. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche ? Ah, c'est une très bonne question. Avant, j'étais Anouk. Avant, j'étais une femme très en colère. J'étais en cabané. Je vivais comme une ermite. Quand j'ai quitté la ville, je suis partie vivre 3 ans dans une cabane, sans eau, sans électricité. Et j'ai pas vu personne pendant des mois. Et j'avais cette posture de vouloir bouder le système plutôt que d'essayer de le transformer de l'intérieur. Je dis, je suis tellement dégoûtée par ce qui se passe que je préfère bâtir ma vie en marge de tout ça. Mais aujourd'hui, bon, je suis avec vous. J'ai déjà vraiment évolué, je dirais, entre guillemets, parce que j'arrive à parler devant le public, alors que j'étais dans le silence absolu, puis j'avais pas envie de ni prendre l'avion, ni consommer de l'essence. J'étais vraiment très dogmatique dans mes positions. Puis le personnage de Raphaël m'a vraiment réconciliée avec cette période-là qui était autant lumineuse que sombre dans ma vie. Hein. J'étais encabanée, mais au Québec, ce terme-là veut autant dire prisonnier que... En fait, c'était autant une cellule qu'un coin de paradis pour moi. Puis le personnage de Raphaël étant garde-chasse, elle est dans l'action. Puis j'avais lu un bel article de Laure Varidel, qui est une essayiste québécoise en écologie, qui disait qu'on combat l'éco-anxiété par l'action directe. Alors, quand on se sent face à quelque chose de trop grand, comme les changements climatiques, comme la montée des océans, ça peut paraître... impossible à surmonter, ou comment est-ce qu'on fait notre part pour empêcher tout ça ou renverser la vapeur? Bien, il faut être dans l'action, dans des tout petits gestes. Puis Raphaël, en étant campé dans le même territoire qu'Anouk, va s'en faire une alliée. Alors, c'est l'ermite qui se réconcilie avec la civilisation. Alors maintenant, je suis Raphaël, mais je vais voir dans les prochains romans, là, vous allez me suivre. Anouk ou Raphaël à la fin? On ne sait pas. Vous ne tranchez pas. Le roman s'appelle Sauvagine, mais que signifie Sauvagine? C'est vague. Enfin, pour nous, je dirais français, mais parce que quand on dit la définition, c'est sauvage. C'est vague. Mais que signifie Sauvagine en québécois, du coup, c'est ça? Dans mes titres, j'essaie toujours d'immortaliser un mot qui est en train de disparaître. Alors, en cabané, c'était pas dans le dictionnaire. Alors, j'ai dit « Yes, j'ai trouvé mon premier titre ». Sauvagine, ça a été plus long à trouver. Je suis d'abord allée lire la définition de sauvage parce que c'est un terme qui, chez nous, est devenu tellement péjoratif parce que les colons qualifiaient les Autochtones de sauvages, alors que c'est magnifique être sauvage. Ça veut juste dire d'être en harmonie avec un territoire.
Et je regardais les mots suivants. J'ai vu sauvagine, sauvageon, sauvageonne. Et en lisant les définitions de sauvagine, j'ai fait « wow, j'y suis ». Parce qu'il y a deux sens. Il y a un sens moderne. Chez nous, la sauvagine, c'est le gibier d'eau, donc les oiseaux de bord de mer qu'on chasse, les canards, les outardes. Mais le deuxième sens, qui est vieilli puis qui nous vient du vieux français, c'est le corps des bêtes une fois qu'elles ont été dépouillées de leur fourrure. Alors, c'est la viande des animaux qu'on a chassés. Et dans mon roman, c'est vraiment de ça qui est question. C'est de la trappe illégale des coyotes au Canada. Donc, il y a vraiment un effort d'éradication de tous les prédateurs. Je pense que tous les pays vivent ça avec les loups, les ours, les coyotes sont diabolisés. Et ma chienne, elle s'est prise dans des pièges de braconniers le deuxième hiver où j'étais encabanée. Puis ça m'a sensibilisée à cette question-là de la récolte des fourrures qui sont vendues sur le marché noir puis qui ensuite nous reviennent sur des manteaux de luxe. Et j'étais dégoûtée par ça et je me suis dit, il y a un mot très poétique pour nommer l'horreur. Puis je l'ai mis au pluriel, sauvagine, parce que, bon, il y a deux femmes, il y a Anouk et Raphaël, qui elles aussi se sentent comme de la viande dans la société. Alors, j'ai fait un parallèle comme ça avec certaines femmes qui ont vécu des violences puis qui décident de se lever puis de pas nécessairement détester les hommes. Il y a le personnage de Lionel qui vient équilibrer le méchant braconnier, mais il y a aussi le très gentil garde-chasse à la retraite, Lionel, qui joue un peu le rôle de père adoptif pour ces deux femmes-là. Peut-on vivre en accord avec la nature sans renoncer à la société ou à ses proches, à ses parents ou à ses amis? J'ai pas compris. Sans quoi? Sans renoncer, d'accord. Je pense qu'il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Un peu comme Henri-David Thoreau qui avait sa cabane, mais qui retournait chez sa tante souper. Je pense que pour avoir un impact, on ne peut pas juste bouder chacun de notre côté. Il faut se fédérer, il faut en parler, il faut pas non plus être cynique. Puis, moi, j'ai renoncé à la société pendant quelques années. Puis, après ça, j'ai réalisé que si je voulais vraiment faire quelque chose pour la nature, il fallait que je parle, il fallait que j'écrive, il fallait que je me déplace. Puis, c'est le meilleur exemple aujourd'hui, que je me retrouve en France pour parler de quelque chose qui se passe chez nous. Chez nous, j'ai beaucoup moins d'occasions d'en parler parce que c'est tabou. C'est une industrie très lucrative, la chasse, la pêche, le braconnage aussi. Il y a des communautés éloignées qui vivent de ça. Mais il y avait quelque chose aussi que j'avais envie de dire, c'est que je diabolise pas la trappe et la chasse. Je pense qu'il y a une façon très noble de pratiquer ces arts de survie-là. Les Premières Nations en sont un bel exemple, mais je ne veux pas diaboliser ces pratiques millénaires qui vraiment aussi sont empreintes d'une culture qui doit survivre elle aussi. Dans quelle mesure peut-on être chasseur et respecter la vie animale? Oui. C'est entre autres en faisant de l'artisanat avec la peau. T'sais, on chasse le chevreuil, mais on peut aussi faire... par exemple, moi, ma chienne, elle aime bien gruger les panaches. Alors, chaque animal a une quantité inouïe de matière. Hein. Autrefois, le beluga était chassé, puis on prenait la graisse pour s'éclairer. Puis, chez les cervidés, on se sert de la peau des chevreuils ou des orignaux pour faire la babiche qu'on appelle. C'est des lanières de peau qui sèchent. On fait des raquettes, on fait des chaises. Alors, c'est la peau des animaux. Je pense que la façon la plus digne de pratiquer ça, c'est de ne rien gaspiller de l'animal. Puis aussi de le remercier au moment de la mort. Ça, c'est un rituel qui a peut-être été évacué de nos pratiques, mais j'ai des amis chasseurs qui me disent « Crois-moi, chaque fois que j'abats un orignal, je pleure dessus, je suis émue, je suis triste pour l'animal, mais je le remercie pour la viande qui va nourrir ma famille,
pendant toute l'année. Pensez-vous qu'il y ait une différence dans la relation qu'entretiennent les hommes et les femmes aux animaux? Je pense que oui. Je pense que l'instinct maternel est puissant. Puis, il y a quelque chose de très beau aussi de porter la vie. Ça nous éveille à toutes sortes de choses. Moi, je peux peut-être donner l'exemple de ma fille. Bien, quand j'étais enceinte d'elle, mon alimentation a changé parce que je voulais assimiler le moins de poison possible. Alors, je mangeais des aliments biologiques. J'essayais de trouver de l'eau de qualité plutôt que de l'eau du robinet. J'avais des amis qui m'amenaient des cruches d'eau de source. J'avais envie de prendre soin de mon corps comme si c'était un temple. Il faut faire la même chose avec la nature qui nous entoure. On pense que c'est quelque chose d'extérieur à nous, mais nous sommes la nature. La chasse a été détournée de son sens premier. Il y a la chasse de subsistance, chasser pour manger, comme faisaient les autochtones, et la chasse pour le plaisir de tuer, ramener des trophées et faire de l'argent surtout pour les braconniers. Est-ce qu'on peut être écologiste et chasseur? Je pense que oui. Je pense que oui. L'important, c'est la cohérence. Il ne faut pas être dans l'absolu, dans les extrêmes. Moi, personnellement, je suis végétarienne, mais je mange un peu de viande des fois si j'en ressens le besoin. Comme quand j'étais enceinte, j'avais je ressentais une envie de manger de la viande. Ça peut paraître incohérent, mais non, parce qu'on vit au Canada, on a des froids extrêmes, puis on ne peut pas survivre à moins 40 en mangeant de la laitue. Alors, j'ai des amis qui sont des écologistes radicaux qui ne mangent pas de viande depuis 20-25 ans. Mais je ne suis pas sûre que c'est la solution parce qu'aussi, il faut pas, faut pas se faire d'ennemis dans ces luttes-là. Il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas dire « Ah, ben moi, je ne mange pas de viande, puis c'est mal d'en manger. » Il faut être dans un dialogue, puis c'est ça. Avec des températures nordiques, on n'a pas vraiment le choix de s'alimenter autrement. On mange des légumes racines, on mange un peu de viande. Et les Premières Nations ont survécu sur, si je pense juste aux communautés dans le Grand Nord, il n'y en a pas de légumes, là. Ils mangent que de la viande. Alors, je trouve que c'est un peu, occidental comme façon de voir la chose. Il y a beaucoup de descriptions sur la nature, surtout sur les arbres et les espèces de plantes. Comment vous avez fait pour nommer toutes les espèces? Vous avez regardé dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie? Ou vous les connaissez comme ça? Moi, j'ai toujours aimé les fleurs dans la vie. Mes parents, il y avait un chalet dans les cantons de l'Est, puis j'aimais vraiment aller marcher en forêt. Puis ma mère connaissait pas les noms des plantes, alors pour moi, c'était des arbres et de l'herbe, c'était vague. Puis à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à l'herboristerie, aux plantes médicinales. Alors, même si je vivais en ville, je suivais des cours d'herboristerie. Il y a une école qui s'appelle Flora Medicina. Alors, je m'inscrivais à tous leurs cours, les arbustes médicinaux, les arbres médicinaux, les plantes, les racines, tout ce qui pousse dans la forêt boréale. Puis, ça m'a vraiment servi parce que quand j'étais dans ma cabane, j'allais marcher en forêt puis je mangeais ce que je trouvais. En plein hiver, j'avais juste du riz puis du sirop d'érable, des épices. Alors, je me sentais en carence, puis j'allais manger la sève des sapins baumiers. Je savais que c'était très riche en vitamine C. Alors, dès que je sentais que j'avais un début de rhume ou que j'avais eu froid la nuit dernière ou que j'avais les yeux qui étaient sensibles, j'allais me nourrir de sève de sapin baumier, puis ça fonctionne beaucoup mieux qu'une orange, là. Je me rappelle pas c'est quoi le ratio, mais je pense qu'il y a comme 2000 fois plus de vitamine C dans une goutte de sève de sapin que dans une orange. Puis évidemment, il faudrait manger l'écorce de l'orange aussi, mais on le fait pas. Alors, pour moi, les plantes, c'est des grandes alliées. Puis maintenant, je fais pousser un potager, puis... En fait, quand je suis partie en forêt, j'ai emporté énormément de livres d'identification, des traités de botanique. Puis j'avais ce jeu d'esprit-là de
partir en nature puis essayer d'identifier toutes celles que je connaissais pas. Le livre m'a beaucoup fait penser à Jack London, L'appel de la forêt. Dans les thèmes de la brutalité des hommes et de l'apprentissage d'une vie rude, quels sont les romanciers qui vous ont inspiré? Et quel est l'écrivain incontournable, selon vous, que tout adolescent devrait lire aujourd'hui? Bonne question, encore une fois. Ben, Jack London, bien joué. Grande influence dans ma vie. J'ai beaucoup aimé Cro-Blanc. Me mettre dans la tête d'un animal, hein. Ça aussi, c'est une leçon d'humilité, de s'imaginer, d'essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et des auteurs incontournables pour les adolescents, ben, en tout cas, moi, j'ai adoré Louis Hamelin. Il n'est peut-être pas très connu en France, mais chez nous, c'est vraiment un fleuron de la littérature. Il a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle La constellation du lynx, où on voit vraiment se dérouler la crise d'octobre des années 70. Alors, c'est une période charnière de l'histoire québécoise aussi, où on a frôlé l'indépendance. Puis moi, j'ai cette quête d'indépendance aussi par mon art, puis par ma façon d'habiter le territoire. Alors, ça m'avait beaucoup parlé. Puis évidemment, dans le titre, La constellation du lynx, on est très près des animaux aussi. Ça se passe en Abitibi, dans une forêt ancienne. Donc, Louis Hamelin, Anne Hébert. J'ai beaucoup aimé le livre Kamouraska d'Anne Hébert. Encabané et Sauvagine font partie d'une trilogie, enfin, d'après ce que j'ai appris. Est-ce que vous avez publié votre 3e livre au Québec? Et quand sortira-t-il en France? Oui, alors le 3e s'appelle Bivouac. Puis il sort cet hiver, début février, chez Stock. Alors, merci aux Français parce que c'est grâce à vous que je vis de ma plume. Hein. C'est impossible de vivre de sa plume au Québec parce qu'on est juste 8 millions. Puis il y a très peu de lecteurs qui achètent des livres. C'est moins dans les pratiques des coutumes. On a moins d'événements culturels, littéraires. Ici, il y a vraiment un grand bassin de lecteurs. Puis, grâce à mes droits d'auteur, maintenant, je protège le sommet d'une montagne. J'ai acheté 50 acres de forêt ancienne dans les Laurentides. Puis, plus je vais vendre des copies, plus je vais agrandir mon emprise. Puis, c'est uniquement pour en faire un sanctuaire. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Je n'ai pas trouvé le titre, mais ça va venir plus tard. Dans Sauvagine, Raphaël a une grand-mère autochtone et va s'installer dans sa maison d'enfance. Pouvez-vous nous dire la situation, pouvez-vous nous expliquer la situation des autochtones aujourd'hui, s'il en reste? Dans mon roman, j'ai voulu parler des Malécites et des Micmacs. Ces 2 Premières Nations qui se trouvent en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, dans les provinces atlantiques. Malheureusement, il reste à peu près une trentaine d'individus chez les Malécites de Kakuna parce que le gouvernement ne leur a pas octroyé de réserve. Alors, il y a seulement un port fédéral Ils ont eu le droit de poster seulement une petite maison pour vendre des souvenirs, mais ils sont pratiquement disparus. Alors, j'ai voulu leur donner ma voix, puis en même temps lancer une bouteille à la mer, parce que mon plus grand rêve, c'est d'être amie avec eux. Mais c'est au Festival America que c'est en train de se passer. Parce qu'au Québec, on ne peut jamais se côtoyer. Ils sont dans les réserves, nous, on est dans les villes, puis on n'est pas nécessairement bienvenus là-bas. Je comprends pourquoi. Il faut être invité, il faut y aller vraiment avec délicatesse, puis humilité. Mais ça vient. Je pense que je vais avoir la chance d'aller dans des communautés grâce à ce festival qui fédère tout ce beau monde. Dans le livre, il y a certains mots québécois, du coup, parce qu'on ne comprenait pas. Du coup, il y avait un lexique à la fin, heureusement, quand même. Je vais vous poser des questions sur les mots québécois et des traductions en français. Alors, on va prendre, par exemple, que veut dire brosse en québécois? Ouais, virer une brosse. Enfin,
Virer une brosse. Avez-vous déjà entendu ça? Virer une brosse? Bon, ça veut dire prendre un coup. On vire une brosse. Moi, j'avais une question dans votre intervention. J'ai entendu gruger les panaches. Et Ah oui, vrai c'est vrai, les sourcils ont bougé hein, quand j'ai dit ça. Oui. Ouais. Moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, je me gruge pas les panaches tous les jours. Les panaches, c'est les panaches des cervidés, donc les bois. Les grugés, en fait, c'est un vieux mot français, alors c'est chouette. Ça veut dire grignoter, manger par petites bouchées, mais avec un bruit de dents. Ça gruge. Hein? Sinon, il y a un autre mot québécois qui veut partir en famille. Partir en famille. Partir en famille. Donc, ça, c'est quelque chose, des fois, que les parents ont peur d'entendre, là, que leurs enfants, que leurs filles disent « Je suis partie en famille ». Ça veut dire je suis tombée enceinte. Donc, je ne suis plus seule. Ça, c'est une expression courante qu'on emploie couramment? Oui. Il y a aussi le magasinage. Oui, ça, c'est facile. Magasin, magasinage, magasiner. Donc, faire les courses, faire du shopping. Mais au Québec, on est vraiment allergique aux anglicismes. Vraiment. On pense que c'est le contraire, qu'il y a beaucoup d'anglicismes au Québec, mais on a tellement peur de perdre notre langue que souvent, on va inventer un mot plutôt qu'utiliser la formule anglaise. Il y a aussi tuque. Porter une tuque. Oui, une tuque. Bien, ça ressemble à toque. Hein? C'est un bonnet chaud d'hiver. Il y a les bobettes, c'est ça? Des bobettes. Bobettes. Des bobettes. Des petites culottes. Il y a un bazou, c'est ça? Un bazou? Un bazou. Bazou, c'est un citron, peut-être. Une voiture qui fait beaucoup de bruit et qui n'est pas fiable. Après, ça, c'est plus courant, chérant. Chérant, ça veut dire cher, donc onéreux. Il y a chiac. Le chiac, ouais, chiac, c'est la langue des Acadiens. C'est un mélange de français, anglais, très, très lyrique. Moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment comme un créole canadien. Comme ils vont dire, au lieu d'aller au cinéma, ils vont dire on s'en va-tu voir un movie de soir? Il y a aussi un catin ou une catin. Une catin. Une catin, c'est une poupée. À l'époque de la colonie, c'était des poupées de chiffon, faites à la main, ou en brindille, en branche. On va dire une catin de brindille. Une petite dernière question, c'est par rapport au processus d'écriture. Je me demandais si quand vous étiez dans la cabane, est-ce que vous écriviez déjà avant? Est-ce que c'était un rituel intime et à partir de quand c'est devenu quelque chose qui pouvait être public et qui pouvait être partagé? Enfin, à quel moment ça a été un déclic pour vous? Oui, alors mes livres, avant d'être des romans, c'était des chapitres de mon journal intime. Donc, j'étais seule dans la cabane avec personne à qui parler pendant des années. Alors, je parlais à mon ami imaginaire. J'écrivais « Cher journal, aujourd'hui, j'ai vu un orignal. » Le lendemain, je décrivais de l'aurore boréale ou j'écrivais des citations des livres que je venais de lire, que j'avais trouvés magnifiques. Alors, c'était mon seul interlocuteur. Puis, c'est quand j'ai su qu'il allait y avoir peut-être un oléoduc qui serait construit à quelques kilomètres de chez moi. J'ai reçu par la poste une brochure qui disait TransCanada va construire un pipeline et venez à la séance d'information pour en apprendre plus. Et je suis arrivée là-bas et j'ai rencontré beaucoup d'écologistes qui étaient en train de manifester devant la salle municipale. Et pour moi, ça a été un moment charnière parce que je vivais comme une ermite. Je connaissais personne dans la région.
Puis mes premiers amis ont été ces écologistes-là de terrain. Il y avait des gens de Greenpeace, il y avait des citoyens, il y avait des grands-mères en colère. Puis finalement, il y avait plus de monde à l'extérieur de l'hôtel de ville que dans tout le village. On était 500 habitants à peu près sur des centaines de kilomètres de forêt. Puis c'était fascinant de voir cette mobilisation-là. Puis on a fait des réunions par après pour empêcher le projet pétrolier. Puis moi, je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis juste une femme qui n'a pas d'argent, qui vit dans sa cabane, puis qui écrit toute seule le soir. Bien, les militants de Greenpeace, ils m'ont dit, mais écris, Gabrielle. Écris des préambules de pétition, écris des poèmes, écris des chansons, écris des romans, écris, puis ton message va passer. Il faut chacun faire nos luttes qui nous ressemblent. Je peux pas m'inventer scientifique, donc c'est dans un souci de protection du territoire que j'ai retravaillé mes textes, je les ai romancés, j'ai changé les noms des personnages. Mais ouais, puis maintenant, je suis ici, puis mes 3 premiers romans vont être adaptés au cinéma. Alors, vraiment, il y a un impact retentissant de cette démarche-là, puis je suis vraiment contente. Pourquoi avez-vous choisi de partir dans la forêt toute seule pendant une certaine durée Est-ce que vous en avez marre de la société ou c'était par choix ou par... Mais c'était pas réfléchi, c'était vraiment instinctif. Puis je pense que dans nos sociétés, on essaie de toujours trouver des raisons très rationnelles de faire les choses, mais des fois, il faut juste suivre son cœur. Puis moi, je suis vraiment mieux en forêt que nulle part ailleurs, alors c'est là ma place. Suivre son cœur. Alors, on va suivre son cœur. Mais est-ce que l'écriture vous a tenu compagnie dans cette cabane? Parce que vous aviez cette pratique d'écriture du journal intime, mais est-ce que la plume, l'écriture, tient compagnie? Mais moi, ça m'a permis de garder ma santé mentale, en fait. Parce qu'il faisait tellement froid l'hiver, puis la cabane, elle était très mal isolée. C'était une cabane de bûcheron qui avait été bâtie dans les années 70 puis qui avait été abandonnée pendant 40 ans. Donc, truffée de souris, le toit coule, les fenêtres, c'est pas des fenêtres thermos, c'est des fenêtres simples. Le poêle à bois, c'est une cuisinière qui chauffe pas très bien. Alors, quand il faisait moins 40 dehors, puis que je chauffais en continu, il faisait 5 à l'intérieur. Donc, je dormais pas beaucoup. J'étais toujours en train d'alimenter le poêle. Puis, l'écriture me gardait éveillée. Donc, je pense que ça m'a sauvé la vie aussi, probablement. Parce que le temps que j'attendais que la chaleur monte dans le poêle suffisamment pour que je puisse fermer les clés, pour que la combustion lente commence, pour que je puisse enfin dormir, bien, pendant ce temps-là, je dessinais, j'écrivais. Puis j'ai traversé le premier hiver grâce à mon journal intime, je pense. Sinon, je serais devenue folle. pendant combien de temps vous avez écrit les 2 romans C'était les 2 ensemble ou vous avez fait une pause avant de publier votre premier roman? En cabané, ça s'étale sur 1 semaine. Donc, c'est 1 semaine de mes notes que j'ai retravaillées. Puis, en fait, quand j'ai décidé de l'envoyer à des maisons d'édition, je l'ai envoyé partout. J'ai envoyé à peu près 35 maisons d'édition. J'ai eu un coup de téléphone 2 semaines plus tard. Puis là, mon éditrice, elle m'a dit « Mais là, est-ce que tu travailles sur quelque chose d'autre? » Puis j'ai menti un peu. Je dis « Oui, j'ai plein de trucs. » Mais j'ai écrit Sauvagine seulement plus tard, quand ma chienne s'est prise dans des pièges de braconniers. Puis là, j'ai eu vraiment l'impulsion. J'attendais d'avoir une idée. Puis comme je m'inspire beaucoup de ce que je vis, là, j'attendais d'avoir vraiment quelque chose de fort à partager. Et Sauvagine s'est écrit en peut-être 2-3 mois, avec beaucoup de colère. Et j'ai une petite question. Dans le livre, on voit vos dessins aussi. Il y a une partie dessinée. Et je me suis demandé ce matin, j'ai fait un atelier d'écriture avec Gabrielle ce matin,
Et est-ce qu'il y a un jour, il y aurait un désir de faire un roman graphique? Parce qu'on parlait des sensations dans l'écriture, des sensations olfactives aussi. Et le roman graphique, j'ai beaucoup pensé à ça en lisant le livre. Est-ce que ce serait un désir un jour? Peut-être, je sais pas. C'est tellement long pour moi dessiner, c'est encore plus long qu'écrire. Alors, quand je finis d'écrire, souvent, je vais laisser le roman reposer pendant un mois, puis je dessine tout ce que j'ai pas réussi à mettre en mots. Peut-être. J'ai juste pas encore l'idée de génie, là, mais peut-être ça me viendra quand je vais retourner chez moi dans la forêt. Je vois l'heure tourner. Alors du coup, il va falloir qu'on clôture cette session. Merci infiniment à tous. Merci Merci à vous. d'abord Merci à d'être Gabrielle, là. merci au public, merci à notre lectrice, Merci, à Jeanne. notre animateur. Merci Mathilde. On retient donc Sauvagine de Gabriel Filtoshiba aux éditions Stock. On retient aussi Louis Hamlet, on retient Jack London. Donc on repart le cœur empli de lectures à venir. Merci. Merci beaucoup. Bon festival. Bravo.